Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième vidéo de la série Introduction au logiciel PixInsight. Alors donc c'est toujours dans le cadre de la CAIC 2022, la conférence de dimanche matin à 11 h le 15 mai. Alors donc cette fois-ci, pour faire suite à ce qu'on a vu dans la première vidéo où je vous ai présenté le script WBPP et puis toutes les étapes là et tous les ajustements à faire là, pour bien utiliser ce script là, on a obtenu éventuellement une image. Alors ce que je vous avais montré dans la présentation PowerPoint de la première vidéo, alors l'idée c'était qu'on partait de plusieurs images fit comme celle-là de M31. Et puis avec les images de calibration, les dark, les flat, on va obtenir éventuellement, en fait là ce qu'on a éventuellement, c'est qu'on a une image comme celle-là, qui est le résultat de tout le pré-traitement, qu'on va analyser, qu'on va ajuster, améliorer, pour obtenir éventuellement quelque chose qui ressemble à ça. Alors le passage de ceci à cette forme présentable, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, ou les prochaines vidéos, parce que je vais faire ça par étapes. Alors voilà, donc on va s'arrêter ici. On va aller faire un tour du côté de PixInsight, que j'ai déjà ouvert. Et je l'ouvre dans l'état où il était lorsqu'on a terminé la première vidéo. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire comment on pourrait éventuellement sauver un projet comme celui-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sauver le projet? Ça veut dire qu'éventuellement, si on veut le retrouver dans l'état où il est présentement, où les éléments, les templates sont tous placés au même endroit, avec éventuellement l'information pertinente pour chacun. Alors, comment on fait ça? Tout simplement, on va ici dans le menu File et on va voir Save Vidéo. Alors, avec le bouton de gauche, on clique et là, on va définir un endroit ici. Supposons que je fais, on peut pas faire de reset ici. Alors tout simplement, on va venir écrire ici le nom du projet, le projet que vous avez choisi, d'accord, et vous cliquez sur OK, tout simplement. Alors j'ai déjà un élément, un projet qui porte le même nom, alors il me demande si je veux le remplacer, je dis oui. Et normalement, il devrait être là. Alors, où est-ce qu'il est? Ben, si je voulais, par exemple, quitter tout ceci, je pourrais aller aussi dans File et je pourrais lui dire, ben, Close All, ferme tout. Alors, si je fais ça ici, il va fermer les images, mais là, éventuellement, il faudrait que je ferme aussi les process. Alors, par exemple, ces deux-là ici, je pourrais les rejoindre ou les accoler, là. Et éventuellement lui dire Delete Selected Icons. Alors, est-ce qu'on peut reproduire ce qu'on a maintenant? Oui, on va dans File, on va aller dans Load Project, on va s'assurer qu'on est dans le WBPP test vidéo. Ça, c'était mon répertoire qu'on avait choisi. Vous vous rappelez, on a vu le contenu de chacun des répertoires qui sont ici. Et là, WBPP test vidéo. Alors, je l'ouvre. Et vous allez vous rendre compte que le contenu de mon écran revient comme avant, exactement comme avant. Je pourrais ouvrir l'élément qui est ici, par exemple. Je pourrais réouvrir Cosmetic Correction, par exemple. Il est là, tel qu'on l'avait paramétrisé au départ. Alors, donc, pour l'instant, je n'ai pas besoin de ces objets-là. Donc, je vais tout fermer, encore une fois. Alors, on clique sur le X ici pour les fermer. On peut fermer un par un si on veut. Delete celui-ci. Bouton de droite. Delete encore. Alors là, ce dont j'ai besoin, c'est pas l'image que j'avais tantôt ici, qui est tout simplement la composition, l'empilement, le pré-traitement et tout ça de 12 images, mais celui de 62 images. Donc, je vais aller chercher cette image-là. Il faut juste que je trouve le répertoire. Il doit avoir un répertoire du style WBPP M31 complet, ici. On va aller dans Master, vous vous rappelez. Et là, je vais aller chercher le Master Light. OK, on va l'ouvrir.
Alors ça prend quelques secondes avant que l'accès se fasse au disque dur externe. Alors encore une fois, ici, CTRL A. Vous voyez, j'ai encore les deux mêmes traces de satellite avec d'autres petits éléments là, qui ne sont pas vraiment intéressants, qui ont été enlevés. Alors je le ferme. J'ai ici l'élimination, la réjection des pixels froids. Ok, j'en ai pas beaucoup. Je me rends compte que j'en ai peut-être en bas ici, même pas. Oui, j'en ai un petit peu en bas ici. Et j'en ai aussi un petit peu à droite. Alors éventuellement, quand on aura notre image finale, on pourra faire un crop pour enlever ces éléments-là qui finalement sont de moins bonne qualité. Alors ce dont j'ai besoin, c'est ici. Alors si on se rappelle, on peut aller chercher dans les process le Screen Transfer Function, ou bien tout simplement, là je clique sur l'image ici pour activer l'image, pour que ce soit en bleu et non pas en brun. Et là, je vais faire un CTRL A pour l'activer. Alors, vous vous rappelez, l'image est verte, comme on peut s'y attendre. La raison étant que les trois canaux ont été stretchés également. Et compte tenu qu'on a un pixel rouge, un pixel bleu et 2 pixels verts pour un ensemble de 4 pixels. Alors, ce sont les verts qui prédominent. Alors, on peut désolidariser les canaux et refaire l'auto-stretch ici. Puis, on obtient le résultat qu'on voit à l'écran. Alors, je vais réduire tout simplement mon process ici. Et là, on va commencer à faire les opérations de traitement sur cette image-là. La première chose qu'on peut faire, ça serait peut-être de changer le nom. Alors, si on clique n'importe où dans l'image avec le bouton de droite, j'ai le premier élément du menu ici, Identifier. Je clique. Compte tenu que tout est déjà en bleu, alors si j'écris, je vais tout remplacer. Alors je vais l'appeler M31 underscore, on se rappelle, pour les espaces RGB. Et voilà, ça c'est réglé. Ensuite, l'étape suivante, on va regarder le côté droit puis le côté... Vous voyez ici, on peut grossir encore un peu. Il y a des... Bon, on n'a pas la même texture qui est plus uniforme. Alors ici, ça c'est de l'information qui est un mélange dû au dithering. On a la même chose en bas ici aussi. Alors ce qu'on peut faire, c'est faire un crop pour enlever ces éléments-là. Alors on va aller chercher le process qui s'appelle Dynamic Crop, ici. Donc ça commence par un D. On se rappelle que les process sont tous placés en ordre alphabétique. Alors, Dynamic Crop. Le process, on le ramène un peu plus proche. Et tout ce que j'ai besoin de faire à partir du moment où le process est ouvert, c'est de venir définir une boîte là, qui va définir la région que je veux conserver. Par exemple, ceci. Bon, je me rends compte que je peux peut-être me débarrasser là, de la section un petit peu plus rouge ici. Vous avez la petite croix au centre qui m'indique à peu près le centre de cette boîte-là. Bon, si je voulais modifier la dimension de la boîte, ben, il faudrait que je vienne placer. Alors, regardez la forme de la souris ici. C'est une boîte avec un plus. Mais si je viens placer la boîte et le plus sur la ligne verticale, par exemple, il y a un petit élément supplémentaire qui apparaît du côté droit. C'est comme si je transformais ma boîte en... Puis je lui donnais la forme d'une pile. Alors, si j'enfonce le bouton de gauche maintenant, je peux déplacer la boîte. Alors, supposons qu'on trouve que c'est correct. Okay, je pense qu'on est en... De toute façon, le champ est tellement grand qu'on peut en retirer une partie. Tout ce que j'ai besoin de faire ensuite, c'est Execute. Parce que c'est un processus dynamique. On fait Execute et voilà. Donc, après ça, je peux ensuite ici faire un Fit View. Et je peux tout simplement fermer le process. Alors évidemment, on se rend compte que la luminosité n'est pas la même partout. Je me rends compte aussi que l'intensité ici, on se rend compte qu'on se rappelle tantôt quand on fait un auto-stretch avec les canaux liés, on a du vert. Donc éventuellement, il y a plusieurs choses à faire, dont éventuellement s'assurer que le fond de ciel est neutre, ce qui voudrait dire que les trois
Ici, par exemple, ce qu'on remarque, là, c'est qu'on a, quand on enfonce le bouton de gauche, on a encore les coordonnées, mais on a aussi l'intensité pour le rouge, le vert et le bleu. RGB. Red, Green and Blue. Et dans un fond de ciel normal, les trois couleurs devraient être à peu près identiques. Semblables. Pas identiques, mais semblables, à quelques éléments près. Mais on remarque qu'on a plus de vert du côté gauche, plus de rouge du côté droit, donc c'est probablement dû à une forme de comment on dirait, de pollution lumineuse créée par la Lune, par la lumière ambiante, etc. Là, il y a plusieurs possibilités. D'accord? Une chose aussi qu'on pourrait faire avant d'enlever ou de réduire le gradient, ça serait peut-être de modifier un petit peu la position ici ou l'orientation de ma galaxie. Quand je la regarde, la galaxie, j'ai l'impression qu'elle est à l'envers. Okay? Le bulbe ici, là, moi j'aimerais mieux l'avoir comme par-dessus la galaxie. Alors si on va dans le menu Images ici, j'ai un élément qu'on appelle Geometry. Et là, je peux faire tourner ou je peux déplacer, je peux déplacer l'image. Par exemple, si je la fais tourner de 180 degrés, déjà, c'est déjà intéressant. Alors, moi, j'aimerais mieux cette forme-là. Ou sinon, on pourrait faire aussi autre chose. Je pourrais retourner dans Géométrie, puis je pourrais faire un miroir horizontal. Et là, ça donnerait ça. C'est probablement l'orientation la plus commune, celle qu'on utilise le plus souvent. Alors, voilà. Donc, on se rappelle dans Images. Maintenant, là, je suis prêt à faire ma réduction ou mon élimination du gradient. J'ai un process que j'appelle Dynamic Background Extraction, communément appelé DBE. D'accord? Vous l'avez ici, DBE. Alors ça, c'est un petit peu plus complexe, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. Alors premièrement, on l'active, on vient cliquer dans l'image. Alors, il y a quelques paramètres qu'il faut définir. Alors, le principe ici, l'idée, c'est qu'on va placer des échantillons dans le fond de ciel en évitant les étoiles le plus possible. On appelle ça des samples. D'accord? On va en placer un certain nombre. Et à partir de ces échantillons-là, l'algorithme ici, le process va évaluer le fond de ciel et va modéliser le gradient qui devrait être doux, qui devrait varier de façon douce d'une portion de l'image à l'autre. Et ensuite, après l'avoir modélisé, ce gradient-là, on va l'enlever, de telle sorte qu'on obtienne un fond de ciel qui est plus uniforme. Pas nécessairement parfait, mais compte tenu qu'on va avoir un fond de ciel qui ne sera pas aussi brillant que ce qu'on voit maintenant, ça devrait fonctionner. Bon, alors, dans une première étape, dans la section Model Parameters, alors là, on va fixer les paramètres pour placer les échantillons, une partie du moins. Bon, tout d'abord, la tolérance. Ben, étant donné que la luminosité varie d'une section à l'autre de l'image, il faut s'assurer qu'on a une tolérance suffisante pour que tous les échantillons soient acceptés. Par exemple, ici, si je laisse 0.5, ben, ça veut dire que par rapport à une valeur moyenne du fond de ciel, les échantillons dont l'intensité va être d'un demi-sigma ou un au-dessus ou en dessous de la moyenne vont être tolérés. Mais ce n'est pas beaucoup. On risque d'avoir des sections où les échantillons ne seront pas acceptés. Alors pour ceci, pour éviter ce problème-là, on modifie la tolérance. Puis par défaut, là, vous mettez 3 et vous n'aurez pas de problème. On va aussi jouer sur le smoothing factor. 0.25, c'est intéressant, mais si on prend pour hypothèse que le gradient varie de façon très progressive, on va avoir à ce moment-là un modèle, on va avoir un modèle qui varie de façon progressive, on va mettre 0.6. Ensuite, l'autre étape, les échantillons. On peut les générer de façon automatique. On doit s'assurer tout d'abord qu'on leur donne une dimension qui n'est pas trop grosse. Ici, j'ai beaucoup d'étoiles, donc près de la galaxie d'Andromède. Alors, 12, c'est peut-être un petit peu. En fait, l'idée ici, c'est que le rayon, donc la moitié de la dimension. Alors, si on regardait 12, là, c'est qu'on aurait des échantillons de carré de côté 24 pixels. Je vais baisser ça un petit peu, je vais descendre ça à 10. On verra si c'est suffisant. Et là, on
On peut choisir aussi le nombre d'échantillons par rangée. Si effectivement le gradient varie de façon graduelle et douce, on n'en a pas besoin de beaucoup d'échantillons pour définir un bon modèle de gradient. Mettons 5, là, ça va être amplement suffisant. Alors comme on est passé de 12 à 10 pixels, on va faire un Resize All et on va faire Generate. Je vais grossir un petit peu ici, encore un peu plus. Je vais tasser mon... Ça risque d'être un peu trop gros probablement. Ouais. On va revenir de 1. Ici comme ça. Mais je vais quand même zoomer ici. Encore un petit peu. Puis là, vous voyez, je pense que vous voyez, un petit carré vert ici. Bon, ça, c'est le premier sample. 1. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la fenêtre que je vous montre avec la souris, vous voyez le contenu de ce sample, de cet échantillon-là. Il y a un petit point noir ici qui correspond à une étoile. Quand c'est noir, c'est que l'étoile va être rejetée. Elle ne fera pas partie de l'évaluation du fond de ciel. Mais pour être certain que je n'ai pas de problème, je vais déplacer mon échantillon. Alors pour ça, je viens placer ma souris sur l'échantillon. La croix se transforme en un triangle. J'enfonce le bouton de gauche et je drague. Vous regardez le contenu de la fenêtre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'étoiles. Tout le monde est content. On peut passer au deuxième échantillon. Le deuxième échantillon est plus bas à la verticale. C'est la boîte verte qui est ici. Encore une fois, on déplace. Alors, il faut faire ça pour tous les échantillons. J'en ai 22. D'accord? Alors, on va le faire ici. Alors là, je passais au 7. Là, j'aime pas ça. Je comprends pas pourquoi. D'habitude, ça va bien. Alors, le troisième, on descend. On va devoir le déplacer lui aussi un peu. Je pense qu'avec une dimension de 10, on n'aura pas de problème, là. Même s'il y a beaucoup d'étoiles, ça devrait bien aller. Je continue ici. Alors, ça va prendre quelques minutes, là. Il faut juste être patient. Alors, on passe ensuite à 5. Le cinquième, c'est en haut. Alors, il est vert. On le déplace un peu. Le sixième, on descend. On le déplace aussi un petit peu. Quoique lui, on n'avait peut-être pas besoin de le déplacer beaucoup. Le septième, on va devoir le déplacer un petit peu. Ici, j'ai une belle zone où c'est propre. Oh, le huitième, là, on est un petit peu plus embêté. On déplace un petit peu. Bon, on va monter un peu plus haut. C'est pas plus grave. Le neuvième, encore une fois. Bon, on était ici. La rangée suivante, vous la voyez avec ma flèche. On peut monter. On est en haut. On déplace. Alors 10. Est-ce qu'on a déplacé un petit peu? Ben là, je suis un petit peu dans le halo, par exemple, de la galaxie. Ça, j'aime pas ça. Ça risque d'altérer mon modèle. Alors, je vais me placer plus loin ici. Je ne veux pas être dans le halo de la galaxie. On va ensuite à l'échantillon 11. Un petit problème ici aussi. Il est où? Il doit être en bas. Il est là. On est chanceux, il n'y a pas eu d'échantillon sur la galaxie. L'algorithme est quand même assez intelligent pour éviter ce problème-là. On est dans la bonne rangée, on continue. 12. On remonte en haut. On est ici, on va se tasser encore un peu pour éviter encore une fois le halo de la galaxie. Là, j'imagine qu'on va se retrouver passablement bas. On n'est pas loin de la galaxie, un peu trop proche à mon avis. Alors, je vais me placer plutôt ici. On continue avec le 14. On a encore le problème d'une petite étoile qui m'embête. On se tasse encore un peu. On continue avec le 15. On va devoir bouger un petit peu ça aussi. Ici. Ensuite le 16. On a encore des étoiles. On va se tasser ici. Ensuite le 17. Alors vous voyez, c'est un travail qui est un petit peu, pas pénible, mais fastidieux. Mais il faut le faire. Si on va avoir un bon modèle, puis une bonne réduction ou élimination du gradient. Alors ici, je peux me placer ici. Et je pense qu'on est rendu à la dernière rangée.
22. Non, c'est pas ça que je veux. Je vais avoir, moi, 19. De temps en temps, le logiciel fait des petites folies, mais bon, c'est pas grave. Alors ça, c'est mon 19. J'ai 20 ici, que je vais ensuite corriger encore une fois. Voilà. Finalement, ou presque 21. Voilà. Et enfin, 22 ici. Attendez, on va se trouver un espace. Bon, voilà. Alors, on s'est assuré que nos échantillons étaient tous bien placés, pas d'étoiles. Tout ce qui reste à définir, c'est le modèle. Non, c'est le modèle ici. Le Target Correction. Le modèle, on va oublier ça. Alors là, on a le choix, quand dans la correction, là, entre rien faire, soustraire le modèle ou le diviser. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la pollution lumineuse créée par la lumière des villes, une source de lumière, un lampadaire ou la lune, c'est de la lumière qui s'ajoute au fond de ciel, donc on va soustraire ce modèle-là. Si par exemple on avait un problème de flat et qu'on avait encore du vignettage et qu'on avait pris nos images dans un ciel très noir, probablement que là il faudrait diviser. Alors, moi je dirais qu'au Québec à 99% c'est de la soustraction. D'accord? Vous n'avez pas besoin de cocher aucune des cases qui sont là. En fait, je veux voir le modèle de fond de ciel, mais je ne veux pas remplacer l'image, je veux en produire une autre. Alors, quand bon, ça c'est fait, alors là, je vais appliquer mon process. On se rappelle, peut-être pas. Alors, j'ai mon New Instance, le triangle bleu. J'enfonce le bouton de gauche. Là, je viens déplacer le New Instance, il y a un plus. Mais je ne vais pas le lâcher parce que sinon je produirais un template. Je veux l'appliquer. Alors quand vous voyez la flèche qui se retrouve sur l'image, le plus devient un crochet et là je peux l'appliquer. Et voilà. Alors je vais faire un CTRL A sur l'image DBE. Vous voyez que c'est déjà pas mal mieux, même s'il y a une teinte de vert ici, ça c'est pas grave, on n'a pas fini encore. Et le fond de ciel, CTRL A. Alors la forme que ça prend ici, c'est un petit peu normal parce que les variations là, entre d'une place à l'autre, là, c'est des valeurs qui sont très minimes. Bon, compte tenu que j'ai un process dynamique qui est en cours, je ne peux pas faire grand chose, donc je vais le sauver. Donc, je vais sortir le New Instance ici. C'est un plus, je peux relâcher le bouton de gauche. Je vais fermer mon process. Il me demande si je veux bien le fermer. Je dis oui. Et là, je vais lui donner un nom. Bouton de droite. Set Icon Identifier. Et on va l'appeler DBE qu'on a appliqué sur une image RGB. Ça va. Et là, j'active le background. Puis je vais aller faire un tour. Je pense que c'est dans Images, Screen Transfer Function. Il y a une option ici, la deuxième, Use 24-bit STF LUTS. On va adoucir le tout. Et on obtient ça. Et là, je pense que ça correspond quand même relativement bien à ce qu'on avait tantôt. À savoir, attendez, on va juste réduire un peu, puis on va comparer. On met ça ici, on met ça là. Le DBE, ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. On y reviendra tantôt. Lui, je le rétrécis aussi. Puis vous voyez que j'avais un peu de rouge ici. D'accord, j'en ai moins. Je l'ai enlevé. J'ai enlevé du rouge ici aussi. Il y avait un peu de vert au centre. On a enlevé aussi. Donc, cette image-là, je vais la rétrécir, Iconize. Je vais la placer du côté droit, gauche en haut. Mon background, je peux le garder en réserve à titre de référence. Et maintenant, c'est mon image RGB DBE que je vais garder. Et vous vous rappelez que tantôt, on enfonçait le bouton là, de gauche pour avoir l'intensité. On avait des valeurs très différentes. Alors, regardez ici, RGB 000 25 25 25. Ici, j'ai quelque chose comme 27, 26, 27.
Puis je vois même un petit peu aussi, j'ai une petite fenêtre qui montre un peu le contenu de mes pixels. 26, 26, 26, 26, 27, 26. Donc, je pense qu'on a un bon modèle là, qui sustrait pas mal de choses. Bon, on va améliorer maintenant la neutralité du fond de ciel avec un autre process qu'on appelle le Background Neutralization. Mais là, si on veut être capable de neutraliser le fond de ciel correctement, il faut qu'on ait un échantillon de fond de ciel. Puis présentement, j'en ai pas. Mais je vais en définir un. Alors, on va zoomer un peu, on va se déplacer le plus loin possible de la galaxie. Puis on va essayer de se trouver un espace où il n'y a pas d'étoiles. Vous voyez par exemple ici, là, j'ai un bel espace qui pourrait me servir de référence de fond de ciel. Ça n'a pas besoin d'être un espace extrêmement grand, là. Je pourrais en avoir un autre ici, je pourrais en avoir un autre là, un autre ici. OK, on va en choisir un. Bon, mettons qu'on choisit celui-là. D'accord? Alors, pour choisir cet élément-là, on va définir ce qu'on appelle un preview. OK, vous avez ici la notion de preview, mais pour le produire, le preview, ce n'est pas l'idéal d'aller dans le menu. On va aller dans le toolbar. Et juste en dessous de Resources, vous avez comme une boîte en 3 dimensions. Si vous placez votre souris, vous allez voir apparaître New Preview Mode. Alors, vous cliquez. OK. Alors, la souris va se transformer. Et là, on va définir une boîte. On enfonce le bouton de gauche. Puis on définit une boîte, puis on s'assure qu'on n'a pas d'étoiles. Alors, supposons, puis si on voulait modifier la dimension, on pourrait la déplacer ici comme ça, toujours en enfonçant le bouton de gauche. Mais ça, pour l'instant, ça me convient. Preview 1. Puis regardez ici, on a Preview 1 aussi, qui est apparu. OK, si on l'efface, alors là, je suis peut-être allé un petit peu trop vite. Bouton de droite, vous avez un nouveau menu. On peut l'effacer si on veut. OK, alors si on veut le faire réapparaître, on clique sur la boîte ici, New Preview Mode, et on redéfinit notre boîte. C'est bon? Et le preview est apparu. Là, je peux recliquer sur la petite mire ici, là, Read Out Mode. Bon. Alors, on a fait apparaître le process Background Neutralization. Alors, il nous demande une image de référence du fond de ciel. C'est le Preview 1. Alors donc, je vais cliquer ici sur le bouton Select the Background Reference Image. Vous avez une fenêtre avec plein d'images qui apparaissent, celles qu'on a déjà produites, puis celle qui m'intéresse, c'est M31, RGB, DBE, Preview 1. On coche. Puis là, il me demande de confirmer. OK. Ensuite, vous avez la valeur limite qu'il va utiliser pour faire ses calculs de fond de ciel et la valeur limite inférieure, donc 0, c'est correct. La valeur limite supérieure, bon, par défaut, c'est 0.1. Ici, là, les valeurs qu'on a, c'est 0.00026. Puis tout ce que j'ai comme pixels, là, ce sont des pixels de fond de ciel. Il n'y a pas de pixels d'étoiles. Donc, on peut laisser 0.1 si on veut, il n'y a pas de problème. On est amplement au-dessus. Puis c'est tout. Alors, tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est d'appliquer le process sur l'image. On vient placer la souris New Instance. On drague. OK, c'est plus. Le petit crochet apparaît. Et on relâche. On va le sauver. Donc, on vient peser. On vient placer la souris sur le New Instance. On pèse le bouton de gauche. On déplace un peu. Le petit plus apparaît. On relâche. Et on ferme. Alors, on a vu tantôt que si on pesait sur le bouton de droite, on aurait un menu qui permettrait d'identifier. Mais si vous regardez aussi, là, dans le coin supérieur droit, là, vous avez un petit N qui apparaît quand je place ma souris. Là. Si vous cliquez là-dessus, vous avez aussi Set Icon Identifier. Alors ça, je vais l'appeler BKG, neutralisé, NEUTR, mettons. Ça a été fait sur RGB, DBE. OK, j'aime bien avoir un nom représentatif là, qui me dit que j'ai appliqué une neutralisation de fond de ciel sur l'image RGB DBE. Puis si vous regardez la console ici, vous vous rendez compte qu'on a fait le background
le Dynamic Background Extraction, DBE, puis on vient de faire ici le Background Neutralization. Comme les valeurs étaient presque pareilles, 0.00025, 26, 27, donc il n'y a presque pas eu de correction, mais ça a été fait. OK, donc mon process console me donne de l'information sur ce qui vient d'être fait. Parfait, ça. Super. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de m'assurer que les étoiles ont les bonnes couleurs. C'est-à-dire que des étoiles bleues soient bleues, que des étoiles rouges soient rouges, jaunes, jaunes, que les bras de la galaxie ici soient éventuellement plutôt bleus, que les barres de poussière ici soient plutôt brunes ou dorées ou ocre, que le centre soit plutôt blanc ou peut-être jaune parce que ce sont des étoiles plus vieilles. Alors donc, il faut faire une calibration des couleurs. Quand on a affaire à une galaxie, d'après moi, la méthode la plus simple, c'est d'utiliser le process Color Calibration. Ici. D'accord? C'est la méthode la plus simple. On va l'utiliser, mais je vais vous montrer une deuxième méthode par la suite là, qui serait plus pratique ou plus utile si on avait des nébuleuses, par exemple, où la notion de couleur est un petit peu plus complexe. Alors, le principe de la calibration des couleurs ici, c'est de dire que si, par exemple, en fait, l'idée, c'est qu'il faut choisir un objet dont la combinaison des couleurs donne blanc autour de ça. D'accord? Alors, par exemple, ma galaxie ici, qui possède des étoiles bleutées en périphérie, des étoiles plutôt jaunes au centre, des lignes de poussière plutôt ocre, l'ensemble de toutes ces couleurs-là, peut-être un petit peu de vert aussi, un petit peu de rouge aussi, probablement parce qu'on a des régions H2, l'ensemble de toutes ces couleurs-là devrait donner blanc. Alors, je peux choisir la galaxie comme une référence de blanc. Pour ça, je vais créer un process, Preview. Ici, je clique sur Preview, et là, je peux sélectionner un Preview où je sélectionne la galaxie. Comme ceci à peu près. On peut même tasser un petit peu pour m'assurer que toute la galaxie est comprise. C'est sûr qu'il y a du fond de ciel, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est que la galaxie soit bien définie. Et là, j'ai un Preview 2. OK, puis le Preview 1 ici. On voit le contenu de chaque Preview aussi. OK, si on n'est pas sûr, là, voilà. Alors, on va commencer par... Alors, il y a deux parties. Il y a une partie White Reference, puis une partie Background Reference. On va régler la partie Background tout de suite. Background Reference, c'est une référence, un échantillon de fond de ciel. Bien, on sait déjà ce que c'est, on l'a choisi tantôt. C'était le Preview 1. Donc, on va aller choisir les images. Donc, dans les images possibles, RGB, DBE, Preview 1, c'est l'image de référence pour le fond de ciel. Ensuite, pour le White, bien là, j'ai le choix. Je peux choisir ma galaxie, Reference Image. Je pourrais décider aussi de laisser le process identifier des étoiles et faire en sorte que, faire en sorte qu'il considère que l'ensemble des étoiles qui peuvent être bleues, rouges, jaunes, donnent du blanc. Et puis à partir de là, il fait son calcul de référence. Ou encore, je pourrais utiliser aussi des paramètres qui viennent de logiciels externes, dont par exemple Excalibrator, qui identifie dans mon image les étoiles G2V et qui ensuite fait les calculs, nécessaires là, pour que les étoiles aient les bonnes couleurs, en sachant que les étoiles G2V doivent être de couleur blanche, et les étoiles solaires. OK? Bon. Alors, ce qu'on va faire, nous, on a choisi la galaxie, donc on va décocher Structure Detection, ça c'est des étoiles, et on va sélectionner notre référence de blanc, qui est le Preview 2. Et on coche OK. Puis en principe, on n'a plus rien à faire. Alors tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'appliquer le process. Donc on enfonce encore une fois le bouton de gauche de la souris lorsque la souris est sur le New Instance. On tasse, ça devient plus. Et ensuite le petit crochet. Et là, éventuellement, on va avoir, vous avez vu le changement? Alors, il existe aussi un élément intéressant ici dans PixInsight, c'est qu'on peut revenir en arrière. Alors, en dessous de Edit puis de View, là, il y a deux flèches. Une flèche qui va vers la gauche, c'est-à-dire Undo, par exemple,
Et ensuite, la flèche qui va vers la droite, Redo. Parfait. Alors, on y va avec, on va sauver le process. On peut le fermer ici. Je vais l'appeler Color Calibration. Color Cal sur l'image RGB DBE. OK. Sauf que là, on a l'impression que notre galaxie est brune. Hein? Peut-être qu'on devrait refaire un Screen Transfer Function. Cette fois-ci, on va solidariser les canaux et on va peser sur Auto Stretch. Et là, vous voyez, ça commence déjà à avoir plus d'intérêt. On commence à avoir un peu de bleu ici, là. OK? Puis on voit que les bras de poussière, là, sont plutôt bruns, ce qui est tout à fait intéressant. Le fond de ciel est a quand même l'air relativement neutre aussi. L'étoile qui est ici est bleue. J'ai deux belles étoiles jaunes ici. Ça, c'est bleu aussi. Une autre étoile jaune qui est là. Je pense qu'on est en affaire, là. D'accord? Alors, ça, c'est fait. Maintenant, le Preview 2, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, je peux amener ma souris sur le signet Preview 2. Bouton de droite. Et on peut l'effacer. Alors, cette image-là a les couleurs. Alors, j'ouvre une petite parenthèse en vous disant qu'il y a aussi une autre façon de calibrer les couleurs avec un autre process qu'on appelle Photometric Color Calibration. Alors, le principe est le suivant, c'est que cet algorithme-là va faire deux choses. Il va commencer par faire un plate solve de l'image pour identifier les étoiles. D'accord? Pour ça, il faut lui donner les coordonnées de l'objet, par exemple ici, de la galaxie d'Andromède. Il faut lui donner, si possible, la date d'obtention, la longueur focale, la dimension des pixels. OK? Puis ensuite, on va lui donner aussi, au fond, tout simplement ici, là, on va lui donner aussi un background, une référence de fond de ciel, mais dans la région d'intérêt qui est là. OK? Par exemple, mettons qu'on le fait. Alors, il se peut que dans le FitShader ici, je vais juste rétrécir ici, là. Il se peut que dans le FitShader de cette image-là, on ait de l'information qui soit déjà pertinente. OK, ça c'est le FitShader de mon M31 RGB DBE. Bon, on donne le temps d'exposition, on donne la matrice ici de Bayer, la dimension des pixels. OK. On donne quoi aussi? On dit que c'est M31, donc les coordonnées, on les donne ici, mais on n'a pas la distance focale. C'est pas grave, on va s'arranger avec ça. Alors, je vais le fermer ici. Là, je vais le réouvrir. OK. Puis là, je vais faire Acquire from Image. Alors, les coordonnées sont là. Alors, il donne les coordonnées d'ascension droite, le temps d'observation, la dimension des pixels, mais il n'y a pas la longueur focale. Moi, je le sais, c'est 250 mm. OK. Mais la dimension des pixels, ça, c'est 4.63, c'est parfait. Alors, compte tenu que c'est un grand champ, je peux lui demander de faire des corrections de distorsion, surtout dans les barres, OK. De faire un plate solve. Puis je vais lui demander aussi d'ignorer les données parce que ce qui risque d'arriver, c'est que peut-être que dans sa mémoire à lui, là, ce qu'il va avoir comme chiffre, c'est 1000. Puis en réalité, c'est pas 1000. Si les valeurs que je donne de longueur focale, de dimension de pixels et de coordonnées sont trop éloignées, il n'arrivera jamais à trouver les bons paramètres. Ensuite, le reste, on laisse faire. Puis finalement, tout ce qu'on a à faire ici, c'est d'ajouter le Preview 1. OK, pour le fond de ciel. Puis une fois que ça c'est fait, on applique. Et le tour est joué. On va avoir aussi une calibration des couleurs. Ça, c'est surtout pratique parce que si vous n'avez pas de galaxie, mais que vous avez une nébuleuse à émission, par exemple, je pense à M42, même M45, je sais pas moi, limite, là, n'importe quoi, le sorcier, la nébuleuse planétaire M27, par exemple. Bon, alors là, vous n'avez pas d'objet comme tel, comme une galaxie qui contient toutes les couleurs. Vous avez besoin des étoiles, alors vous y allez avec le Photometric Color Calibration.
Je ne l'appliquerai pas, mais je vais tout simplement le sauver comme référence. Je vais le renommer ici, je vais l'appeler PCC. Okay, tout simplement. On l'aurait appliqué éventuellement si on avait eu le temps. Alors donc, depuis le début, là, on travaille sur des images, sur une image ici qui est linéaire. D'accord? Alors j'ai un pixel ici qui est à 0.0028, mettons. OK? Mais si j'en ai un ici à 0.223, ben 223 par rapport à 28, il y a un certain rapport, là, peut-être autour de 7-8. Ben, ça veut dire que ces pixels-là, ici, ont reçu 7 ou 8 fois plus de photons que ceux qui sont là. C'est sûr qu'en réalité, si on regarde l'histogramme ici, là, vous vous en rappelez, histogramme transformation, si je regarde l'histogramme, on peut cocher ici, ben, l'histogramme est complètement tassé à gauche, là, on est du côté noir. Si je désactive, par exemple, l'histogramme transformation, on ne voit plus rien. Parce qu'on a 0.000 là. D'accord? Alors, l'autostretch ici, tout ce qu'il fait, c'est nous permettre de visualiser l'image. Alors, éventuellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stretcher cette image-là pour obtenir un résultat qui est intéressant. Je vais placer ce process-là ici. Je vais en avoir besoin tantôt. Alors donc, notre image est linéaire. L'étape suivante, bon, on pourrait peut-être réduire un peu le bruit, mais pour l'instant, je pense qu'on va attendre un peu. On verra d'autres façons tantôt. Alors, l'étape suivante, là, on va passer à l'étape non linéaire. D'accord? On va stretcher notre image. Et pour ça, on va avoir deux outils qui vont être intéressants. Il y en a un ici, Histogram Transformation. Puis il y en a un autre aussi que je vais vous présenter qui s'appelle Mask Stretch. Ça doit être ici. Les deux vont stretcher l'image, mais de façon un petit peu différente. OK. Je vais vous montrer en quoi ça diffère et comment on peut aller chercher le meilleur des deux mondes. Alors donc, comme je vais appliquer deux process, ces deux process-là, je ne vais pas les appliquer sur la même image. Je vais les appliquer sur deux images différentes que je vais comparer par la suite. Donc, il faut que je me fasse des copies de cette image-là. Alors, comment on fait une copie? On peut aller dans le menu avec image ici, duplicata. On peut faire ça. OK. Je pourrais faire ça ici. Ce qu'il faut noter, c'est que quand on fait un duplicata, le mot clone apparaît, mais le preview n'apparaît pas. C'est pas grave. Une autre façon de se faire un duplicata, un clone, une copie, c'est de venir placer la souris sur le signet qui correspond au nom de l'image. On enfonce le bouton de gauche et on drague. Et une fois qu'on est sorti, on relâche. Puis vous avez un autre clone, le clone 1. D'accord? Donc là, j'ai deux clones de cette image-là qui est linéaire. Bon, j'aimerais aussi avoir les mêmes previews sur toutes les images. Alors pour ça, c'est pas compliqué non plus. Alors vous activez le preview. Alors il est maintenant gris foncé. Quand j'active l'image, c'est le signet de l'image qui est brun, gris foncé. Et l'image du preview est gris pâle. Si je clique sur le signet du preview, c'est elle qui est activée. On peut grossir si on veut. Ici, c'est ce qu'on voit. Alors, une fois que le preview est activé, je viens placer ma souris, j'enfonce le bouton de gauche et je drague. Et lorsque vous voyez apparaître le petit plus, d'accord, vous venez déposer le preview en dessous du signet de l'image. Le petit plus apparaît. Vous relâchez. Puis le preview est là. Il est ici. OK. Alors, je vais le refaire aussi pour l'autre image. J'enfonce mon bouton de gauche. Je déplace. Je viens placer en dessous du signet M31 RGB DBE clone 1. Le petit plus apparaît. Je relâche. Alors là, je peux réactiver mon image DBE. Et puis, je vais la déposer à côté. Maintenant, il faut nommer les images. Alors, on se rappelle, bouton de droite, Identifier. Là, je vais cliquer ici pour enlever le bleu parce que sinon, tout va être remplacé. Je fais des backspace.
Puis il y a une image qui va être stretchée avec Histogram Transformation. Je vais l'appeler HT. D'accord. L'autre image, je la renomme aussi. Identifier. Je clique. J'enlève Clone. Et elle va être stretchée avec Mask Stretch. Je vais appeler ça MSTR. OK, on essaie d'utiliser des acronymes, là, c'est plus court. Bon, ces deux images-là, je peux aussi les déplacer. En dessous, ici. Puis là, on va commencer par... mettons qu'on commence par MSTR, tiens. On va l'ouvrir. Alors, je vais aussi ouvrir mon process. Là, je n'ai pas grand-chose à faire. Par défaut, je vais garder la valeur du fond de ciel ici, 0.125. De toute façon, on pourra la réduire, cette valeur-là, éventuellement, lors de d'autres opérations. Tout ce qu'on a ajouté, finalement, c'est la référence de fond de ciel, le background reference. C'est pour ça que j'avais besoin d'un preview 1 ici, là. Alors, je vais donc aller le chercher, cette référence. Je clique. Là, j'ai ma liste ici. Mais il faut juste s'assurer qu'on va chercher la bonne image. Ici, c'est MSTR. Donc, M31, RGB, DBE, MSTR, Preview 1. Si on choisissait le Preview 1 ici ou là, il y aura un problème, là, il va y avoir un message d'erreur. Alors, on coche, on accepte, et c'est réglé. Bon. Une autre dernière chose à faire, on va désactiver le STF, le Screen Transfer Function, sur cette image-là, parce que si on met si on stretch sur une image qui est déjà auto-stretchée, ça va donner du blanc. Bon, on peut le laisser faire si vous voulez, là, mais on le fera tantôt autrement. OK, quoi qu'on pourrait le faire, tu sais. Pourquoi pas? Alors, je vais appliquer l'auto-stretch. Donc, j'enfonce le bouton de gauche avec la souris sur le New Instance. Alors, ici, on a plus, crochet, et c'est parti. Bon, c'est un processus qui va peut-être prendre 30 secondes. Alors, vous avez de l'information ici sur le fond de ciel. Vous avez le compteur là, qui avance. Il se peut que vous entendiez un petit bruit de fond parce que mes fans, là, les ventilateurs de mon ordinateur sont en feu aujourd'hui. Alors, on est déjà à 30%. Alors, soyez pas surpris de voir que l'image est complètement blanche, là, une fois que le process va avoir fait son travail. On va régler le problème très, très rapidement par la suite. Alors, on est déjà à 60%. 65. On approche du 75%. C'est bon signe. Si vous avez un ordinateur, évidemment, i9 avec 32 GB de RAM et etc., là, le process va se faire plus rapidement. Mais bon, c'est quand même fonctionnel. Alors, on arrive de haut à 100%. Et voilà, c'est blanc. Ça veut-tu dire qu'on s'est trompé? Donc, c'est là le problème, c'est qu'on a deux process superposés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'auto-stretch ici, Reset, et le problème est réglé. J'ai mon image stretchée. D'accord, alors on va sauver le process. On drague le New Instance. On le ferme. On le nomme. On va l'appeler Mask Stretch. M-A-S-K S-T-R-E-T-C-H RGB DBE. Et voilà. On l'installe ici aussi. Bon, est-ce que tout est beau? On se rend compte que mon fond de ciel maintenant est autour de 0.12. Ça dépend là, si je tombe sur des étoiles, mais si je tombe sur du fond de ciel, je suis à point. Ça dépend. Bien, évidemment, il y a des variations, là, c'est normal. Il y a du bruit, on va essayer de régler ça tantôt. Mon image est quand même intéressante, il y a du beau bleu. Les étoiles ont des belles couleurs. OK, par exemple ici, là, les étoiles ont des belles couleurs. Elles ne sont pas trop grosses. Le seul petit problème, c'est que, bon, étant donné que j'avais un peu de tilt, là, il y a un petit peu de décalage des couleurs. Bon, ici, on a l'impression que le centre est un petit peu écrasé aussi, ou surexposé. C'est pas grave, on va régler ça dans quelques minutes. Mais on a des belles couleurs, c'est ça que je voulais. Le fond de ciel est quand même intéressant. Tout le monde est content. Alors,
les couleurs sont quand même belles pour la galaxie. On a des belles zones bleues ici. En tout cas, voilà, c'est beau. C'est pas fini, par exemple. D'accord? Donc, on va fermer, on va réduire cette image-là, puis on va stretcher la deuxième avec Histogram Transformation, qui est ici. On va juste placer les éléments pour que ce soit fonctionnel. Alors, encore une fois, on va... Oups, j'ai fermé. Bon, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas peser sur le X, mais sur la petite boîte. OK. Alors ici, on s'assure qu'on annule le STF. Et voilà. Alors, on a coché ici, c'est bien acheté qui est là. Puis là, j'ai un outil intéressant qui va me permettre de voir en direct la progression du stretching. C'est le petit cercle vide ici, là, qui s'appelle... Attendez... On va juste tasser ça un peu. Ça, j'adore. Bon, on va le monter. On va le réduire un peu. C'est parce que d'habitude, je travaille avec une résolution qui est pas mal plus élevée que ça. C'est un petit problème, mais c'est pas grave, c'est réglé. Bon. OK. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui va se passer ici quand on va déplacer le midpoint. C'est ce qu'on va faire. Alors, je déplace le midpoint. Puis là, vous devriez commencer à voir des choses apparaître dans le Real-Time Preview. OK, la galaxie commence à apparaître ici. Alors, donc, une fois que ça c'est fait, de toute façon, on va continuer. Puis là, vous avez vu que l'histogramme commence à se tasser un petit peu vers la droite. Un petit peu. On continue. Alors, j'applique ce process-là une première fois. Vous voyez le crochet, on l'applique. Ce que vous avez ici, c'est le résultat que j'aurais si j'appliquais une deuxième fois le process tel qu'il est là. C'est pas ce que je veux. Alors, je fais un reset. Puis là, je redémarre, je redéplace mon midpoint vers la gauche. Je peux regarder la valeur ici. Ben, déjà ici, là, on a quelque chose d'intéressant. En termes d'intensité, on a 0.14, 0.15, 0.12. Tantôt, le fond de ciel, on l'a mis à 0.125. C'est pas même intéressant. OK. Donc, on va l'appliquer. C'est sûr que là, mon histogramme s'était déplacé. Je le ramène. Bon, là, maintenant, on peut jouer avec le black point. Parce qu'il y a toute une série de points ici qui ne servent à rien. Il n'y a pas d'information ici. Là. Donc, le black point, là, je peux venir le tasser pour venir le placer à la base là, de l'histogramme. Puis là, vous voyez, dans la première fenêtre ici, là, vous avez le nombre de pixels qu'on va clipper, disons-le comme ça, si je place mon black point ici. Puis vous voyez que le fond de ciel, toute l'image s'est assombrie. Alors, ce qui fait que je peux encore maintenant la rendre plus brillante. OK. Je déplace ma souris ici. On est à 0.08. Donc, je peux encore tasser. Mon fond de ciel est à quoi? 0.09, 0.10. Je peux tasser encore un peu pour arriver autour de 0.125. 0.12, 0.11. Ça a l'air pas si mal, ça. Encore une petite affaire, un petit peu, à peine. Bon, c'est sûr que mon centre ici est très brillant, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est bon. OK. Alors, supposons qu'on dit qu'on est en affaires. J'applique. Je fais un reset. Puis là, j'ai un bel histogramme. Les trois couleurs sont bien superposées. On pourrait peut-être encore jouer avec le black point ici, mais pour l'instant, je pense que ça va aller. Alors, ça, c'est mon image. Je peux ramener mon histogram transformation à la base ici. Et là, je pourrais comparer mes deux images. Comme ceci. Et comme ça, on va la réduire un petit peu. OK. On va peut-être tasser une petite affaire ici. Ça, c'est mes deux images. Une avec le masque stretch, l'image de gauche, puis l'autre avec l'histogram transformation sur le masque de droite. Bon. Alors, en quoi elle se différencie? Bon, par exemple, supposons que je regarde les étoiles. Celle-ci, par exemple, on grossit encore un peu. OK, on avait vu les étoiles tantôt, comme ça. À quoi ces étoiles-là ressemblent
dans l'image qui a été stretchée avec Histogram Transformation. Bon, c'est sûr que je pourrais jouer avec la roulette ici aussi, puis essayer d'avoir le même zoom exactement, mais il y a une façon très simple de le faire avec PixInsight. Alors, je viens placer ma souris sur le signet de l'image de référence, celle-là ici. J'enfonce le bouton de gauche, puis là, je drague le signet, le nom, et je viens le déposer sur l'autre. OK, alors vous voyez apparaître une espèce de petite boîte, là, comme une fenêtre avec carrelé, là. Vous lâchez. Puis là, les deux zooms sont identiques. Alors, vous voyez qu'avec le stretch ici, mes images, bon, les couleurs d'étoiles sont moins brillantes. C'est plus fade un peu, c'est un peu plus lumineux. Les étoiles sont plus grosses. OK? Mais le fond de ciel est quand même intéressant. Il n'est pas trop... Bon, les étoiles sont là aussi, sont belles. OK? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la galaxie maintenant? Bon, là, j'ai stretché un petit peu trop. Peut-être que je déstretch un peu. Je recommence pour comparer. Puis là, vous voyez que mon image ici, le bulbe que j'aimerais avoir un peu plus brillant est pas mal fade. Les couleurs sont affadies. Ici, les couleurs sont peut-être un petit peu plus... Le contraste est meilleur. Le M32, M110 sont plus beaux. Le bulbe est très brillant. On voit peut-être un peu mieux les structures, mais les couleurs des structures sont belles ici. Alors là, ce que je fais à ce moment-là, avec ces deux-là, je me pose pas de questions. Je me dis, bon, chacun a des points forts, des points faibles. Alors, je vais tout simplement les mélanger. Je vais faire une moyenne des deux. On va en laisser un ouvert pour l'instant, vous allez comprendre pourquoi. Puis je vais vous montrer un outil qui permet de combiner des images, faire des opérations mathématiques. C'est un autre process qu'on appelle Pixel Math, ici. Alors, dans la boîte qui est là, on va pouvoir écrire des expressions mathématiques. Alors, on peut agir. Alors, si je coche « Use a single RGB expression », comme on va le faire, bien, je peux écrire une expression qui combine des images. Si je décoche, là, je peux travailler sur la couche rouge, la verte, la bleue de mon image RGB qui est là. C'est pas ce que je veux faire présentement. Là, on verra ça plus tard peut-être. Et j'ai une autre section, « Destination ». Ce qui nous intéresse le plus, là, c'est la section ici. Est-ce que je veux remplacer l'image, la cible, ou si je veux créer une nouvelle image? Bon, moi, je voudrais créer une nouvelle image qui est la moyenne des deux. Je pourrais lui donner un nom, mais je pourrais la nommer après. Puis je m'assure qu'elle a les mêmes caractéristiques que les deux images initiales. Alors ça, je referme et j'utilise l'expression mathématique. Bon, une moyenne, c'est quoi? La somme des deux divisé par 2. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, évidemment, pour m'assurer que je divise par 2 la somme des deux, donc j'ai besoin d'avoir des parenthèses. Alors, quelles sont les images que je veux additionner? C'est HT et MSTR. Alors, je double-clique sur la première. J'écris plus. Quoique je pourrais faire un petit espace ici, plus, un autre espace. Ça ne change rien, c'est pas grave. Je double-clique sur MSTR. Je ferme la parenthèse, slash, 2 divisé par 2. Ou multiplié par 0.5 aussi, ça pourrait être la même chose. Hein? Ici, multiplier, c'est l'étoile. Étoile 0.5, pas de virgule là-dedans. Là. Alors, je fais un parse pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Bon, d'habitude, il y aurait des messages. Je clique OK. Et là, je peux appliquer le Pixel Math pour produire une nouvelle image. On pourrait le faire avec le New Instance, mais on peut le faire aussi avec Apply, tout simplement. On peut réduire ici. Et là, j'ai ma nouvelle image. On va juste la réduire un petit peu avec la roulette. D'accord. On va lui donner un nom. Identifier. Bon, je vais l'appeler Mean. Moyenne, c'est plus court. Là. RGB. DBE. HT. MSTR. OK. Et je pourrais aussi lui ajouter un preview. Le preview 01, on se rappelle comment? On doit l'activer pour commencer, même s'il est blanc ici, c'est pas grave. Là. Alors, vous prenez ensuite bouton de gauche, vous le draguez juste en dessous du nom, dans la zone, dans la colonne grise. Là.
Et voilà, le preview est ajouté. Alors, une dernière chose qu'on peut regarder aussi, c'est les valeurs, bon, il y a les statistiques. OK, si je regarde ici, par exemple, mon étoile, là, voyez, on a une espèce de compromis entre tantôt. L'étoile est plus colorée, mais elle est moins grosse que l'autre. D'accord? Du côté de la galaxie, c'est quand même beau, mais c'est pas fini, là. On a encore du travail à faire. Mon bulbe est quand même beau. D'accord? Il n'est pas trop petit. Mes galaxies sont belles. On va les améliorer aussi. Donc, il y a encore du travail à faire. OK. Alors, ce que je voulais vous montrer avant de quitter pour la prochaine vidéo, c'est un autre process qu'on appelle statistique. Alors, bon, mettons que je serais intéressé à savoir quelles sont les valeurs d'intensité RGB dans mon Preview 1 de Mean RGB. Alors, je clique sur Statistique et là, je sélectionne l'image qui m'intéresse, Mean, HTMSTR, Preview 1. Et là, j'ai les valeurs entre 0 et 1, donc 0.0117, 119, 1179. Il y a un petit peu plus de vert ici, là. Peut-être que ça pourra s'améliorer éventuellement lors de prochaines étapes. J'aurais pu le faire aussi pour n'importe quelle des autres images. Alors ça aussi, je vais venir le placer ici. Alors ce que je vous propose, à partir de maintenant, là notre image est stretchée. OK, avec le histogram transformation, même cette image-là ici, elle est stretchée. MSTR. On peut regarder HT. On peut regarder MSTR. OK, il y a des petites différences, mais les images sont quand même très très belles. La moyenne des deux. On a un beau pic ici qui est étendu, qui est à peu près au 8e là, de l'histogramme. Super, ça c'est bien parfait. Alors ce que je vous propose, ça va être pour les 2 prochaines vidéos de voir comment on va poursuivre le traitement de cette image-là pour en améliorer la couleur, le contraste et tout ça. Il y a une méthode que j'appellerais traditionnelle et il y a une méthode aussi que j'appellerais davantage moderne ou actualisée. Alors avant de fermer le tout, je vais sauver le projet. Alors on va dans File, on coche Save Project. Et là, on va aller non pas dans... On va aller dans Débutant, mais on va aller dans une section... Je peux aller dans Computer ici, Mix Inside Document, Formation, Archaïque. Alors quand vous le ferez, vous pourrez aller où vous voulez, là. Débutant. Il va y avoir une section ici, Processing M31 complet. Bon, moi j'en ai déjà des projets, j'ai fait plein de tests, là. On va l'appeler... projet M31 archaïque 2022. D'accord avec ça? Alors on clique ici Save et ensuite OK. Là ça va prendre un petit bout de temps, le temps qu'il dépose tous les éléments. Alors, quand on recommencera tantôt, dans la prochaine vidéo, on pourra éventuellement réouvrir le projet et continuer. Alors, vous allez voir les images. Ici, j'ai 6 images qui vont se sauver une après l'autre. Il va les écrire une après l'autre. Il écrit ça sur un disque dur externe. C'est un petit peu plus long, là. Il va sauver les projets. Alors, exactement comme c'est placé là. On ne perd rien. Absolument rien. Puis je vais vous montrer aussi la prochaine fois que toutes les opérations qu'on a faites sur les images, on peut aussi les récupérer. C'est pas comme quand on sauve une image en JPEG par exemple, et on a juste l'image comme telle. Là, dans chacune des images, j'ai aussi la séquence des opérations. J'ai mis des opérations ici, là. Mais ces opérations-là, j'aurais pu ne pas les mettre là. Elles se retrouvent dans les images qu'on a traitées auparavant. Alors, ça va suivre aussi. Alors, ça va prendre quelques instants avant de compléter le tout. Allez, allez, allez. On est rendu à la 6e. Ça ne devrait pas être très très long. Moi qui
pensais que mon disque dur était rapide, c'est pas le cas. C'est parce que je peux vous montrer ensuite comment on peut sauver le contenu du process console. Bon, en principe, il en reste une image, le preview. Voilà. Parfait ça. Donc en principe, tout est sauvé, mais j'aimerais aussi avoir le contenu du process console. Quand on a fait le WBPP, il y a un log là, qui a été produit, où on retrouvait le contenu du process console, mais ici on ne l'a pas. Alors ce que je vais faire ici, avec le bouton de droite, là, je viens placer ma souris dans le process console. Je fais Select All. Faites pas Clear tout de suite, là, Select All. Puis ensuite, on fait un CTRL-C. Copier. Là, je vais aller ensuite dans... Je vais ouvrir là, pas l'explorateur Windows, mais en tout cas, je ne sais pas comment on appelle ça, là, avec tous les fichiers et tout ça. Je vais aller dans... On est dans Processing M31. OK. Et puis là, je vais... Alors, enfoncer le bouton de droite. J'ai un petit menu qui apparaît, dont Nouveau. Et là, dans Nouveau, vous avez un nouveau menu. Et là, vous descendez jusqu'à Document texte. D'accord? On va lui donner un nom. On l'a appelé comment? On l'a appelé Projet. Je vais lui donner le même nom que ce qu'on avait tantôt, M31. Archaïque 2022. Ça ressemble à ça? Oui, voilà. Donc, j'ai un texte ici. Je vais double-cliquer pour l'ouvrir. Pour l'instant, il y a 0 cas, il n'y a rien là-dedans. Doublement. Là, j'ai déjà copié le contenu. Copié, oui, là, je vais le coller. Bouton de droite, coller. Donc maintenant, tout ce que le process console contenait, je l'ai. Je vais le fermer, mais avant de se fermer, il va me demander si je veux l'enregistrer. Je dis oui. Et là, vous voyez, il y a 13 cas. C'est pas beaucoup d'informations, on n'a pas fait beaucoup d'opérations, mais tout est là. Alors, je peux fermer cet objet-là ou le réduire, si on veut. Et là, je peux quitter PixInsight. On a fini pour l'instant. Alors, on se revoit pour la prochaine vidéo. Donc, encore le traitement de M31, mais sur les images stretchées. Alors, à bientôt!